météorologique. Il fera toujours frais ce petit matin, avec dans la journée une chaleur qui sera relativement sensible sur une bonne partie du pays. Nous allons poursuivre avec l'animation satellite et voir qu'un ciel plutôt nuageux est attendu sur le pays au courant de cette journée, avec quelques passages de nuages notés un peu partout sur le territoire au courant de ce vendredi. Les prévisions permettent de voir donc des températures qui seront relativement élevées, surtout dans la partie est, avec des vents qui viennent naturellement d'est et qui vont donc contribuer à une hausse des températures avec 39 degrés attendus à Matam et à Tambacounda. 41 degrés le maxi des maxi sera donc enregistré au niveau de Bakel. Vers Fatick, Kaolack, Kaffrine et même vers Linguère, des températures d'au moins 40 degrés y sont attendues au courant de cette journée. Nous verrons que vers Dakar, la température sera à hauteur de 29 degrés comme étant maximale. Et vers le nord du pays, des températures de 35 attendues à Saint-Louis, 38 degrés à Podor, avec un ciel qui sera globalement donc par moments nuageux, avec le soleil qui va par moments également se faire ressentir sur une bonne partie du pays. Chers téléspectateurs, la 28e édition de la COP a lieu à Dubaï et a démarré donc hier jeudi 30 novembre et se poursuivra jusqu'au 12 décembre 2023. Parmi la délégation sénégalaise figure l'ANACIM qui, par le biais de ses experts, discutera donc des questions ou des actions à entreprendre vis-à-vis du changement climatique. Voilà qui met fin à votre émission, chers téléspectateurs. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de l'ANACIM à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous. De retour en plateau, nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos plateformes digitales, la page Facebook Quinquiliba, la page Facebook RTS. Abdoulaziz Ban, bonjour. Bonjour, Anda. Tu sers le Quinquiliba. Oui. Merci bien. Tu fais pas comme, comment il s'appelle, ton autre binôme, Hassan, qui attend la fin de l'émission pour servir sur Quinquiliba. Alors, de quoi nous parles-tu ce matin? Aujourd'hui, on va parler de foot féminin avec les Lions donc, qui ont foudroyé l'Égypte hier, 4-0. Parler également du Mondial U17 avec la 3e place prévue aujourd'hui à partir de midi. Mais également parler de Ligue 1 avec le programme de la 6e journée, de Ligue 2 avec le programme de la 6e journée également. Parler de Tekball avec l'équipe nationale actuellement qui joue les championnats du monde avec Mam Cheikh Fam qui s'est qualifié en 8e de finale. Et ce geste du directeur général de la RTS qui a permis à cette équipe-là de rejoindre Bangkok pour disputer ces championnats du monde en achetant des billets pour nos athlètes. Ah, très bien. Alors, on va en parler dans la première partie de cette émission. Juste avant, peut-être laisser le temps à Sarah de présenter nos invités de ce matin, mais également lui dire bonjour et lui demander si elle s'est levée du bon pied ce matin. Bonjour ma chère Anta. C'est le premier jour du mois de décembre, dernier mois de l'année. Est-ce que tu t'es levée du bon pied? Un mois festif avec évidemment beaucoup de célébrations qui arrivent, la fête de l'année, c'est aussi un moment pour faire un peu le bilan. Est-ce que je me suis levée du bon pied ce matin? Je dois le dire ou pas finalement? Bon, pas vraiment, parce que je suis arrivée avec deux paires de... Demander à la caméra de faire un zoom. Non, parce que j'ai changé les chaussures avant de venir sur le plateau. Je suis venue avec une paire de chaussures noires et une rouge. Et une rouge, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en avait une rouge et l'autre était noire et ça n'avait rien à voir. Je m'en suis rendu compte uniquement quand je suis arrivée à la RTS. Heureusement qu'il y avait Marfouz Diop qui m'a réconfortée parce que j'étais vraiment assommée par cela. Je me disais, mais comment j'allais faire on trouve toujours des solutions le matin. Mais ça arrive, hein, voyez-vous, le matin, c'est pas évident quand on se réveille de retrouver tout de suite ses esprits. Facilement, on peut se tromper de chaussures quand on ne fait pas attention. Donc voilà. Mais alors, l'un mis dans l'autre, merci à Amina beaucoup. Ce sont ces chaussures que je porte ce matin. Alors, qui sont nos invités de ce matin? Et les deux premiers sont déjà sur le plateau avec nous. Les vendredis sont culturels à Quinquiliba. Et comme je disais, c'est la fin de l'année. Il y a beaucoup d'événements qui nous attendent, des événements
événement festif. On donne le là ce matin sur le plateau avec le cinéma, la musique, le tourisme, la mode. Place donc à nos acteurs culturels ce vendredi. Ils sont venus en nombre puisqu'il y aura 4 invités ce matin. On démarre d'abord avec ces messieurs qui sont arrivés très à l'heure d'ailleurs. Pape Bounama Lopi, jeune et talentueux réalisateur du film Le Mouton de Sada. Qui ne connaît pas ce film? On en a tous entendu parler. Ce film a remporté le prix de la section Perspective. Mention spéciale donc au FESPACO. L'avant-première a eu lieu hier. D'ailleurs, je me demande comment vous avez fait pour arriver très tôt ce matin. Et puis, bien sûr, le film sort en salle aujourd'hui. On en reparle dans un petit moment. Comment il a réussi à construire cette complicité entre ce jeune acteur Sada et le mouton, bien évidemment. À ses côtés, il y a un jeune et talentueux. Finalement, il nous dira s'il est performeur, écrivain, griot, qu'est-ce qu'il est précisément. En tout cas, Bokarien, Freeman, c'est son nom d'artiste. Et sur le plateau avec nous ce matin, il a un programme très complet parce que le vernissage de son exposition Griotte, attention à l'écriture, on en reparlera aussi, c'est ce 1er décembre au musée Théodore Monod et ça va se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Ce n'est pas tout, certaines de ses œuvres sont également exposées au musée IFAN. Et puis, bien sûr, une partie très importante, c'est la pose de la première pierre du musée Griotte à Tambacounda. On revient en détail sur tout ça avec lui également. Dans la deuxième partie, 2 autres invités, des dames cette fois-ci. Anna Carmen Bey, qui est l'initiatrice de l'événement Bitunas. Elle veut, à travers cet hommage, rendre hommage à la styliste Bébé Ndiaye. C'est sa maman. À travers un défilé de mode, les fonds récoltés iront à des œuvres de bienfaisance. Et également sur ce plateau, pour finir, Kewesen, dans la deuxième partie, directrice de Bikoum Events. Ça, c'est un événement qui va t'intéresser, Anta. Elle est l'initiatrice de la première édition des Teranga Sénégal Awards. L'événement est prévu ce samedi. Il s'agit tout simplement de primer les acteurs du secteur touristique. Véritablement un geste, une initiative à saluer. C'est la première édition. Il faut absolument accompagner tous ces jeunes dans ces belles initiatives ce matin. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends parler d'un événement qui justement prime des acteurs justement du secteur touristique, un secteur qui est en pleine exponentielle aujourd'hui et autres. On va dire qu'on est dans la relance. Dans la relance. Après la Covid, on essaye de relancer avec justement le tourisme local. Alors, monsieur Lopi, comment allez-vous? Ça va. Alors, vous avez fait vite pour revenir sur Dakar et être présent justement sur ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir honorés finalement de votre présence. Alors, finalement, pourquoi Le Mouton de Sada, le titre? Bon, Le Mouton de Sada, c'est un film, un titre. Bon, pour moi, le titre, ça résume bien le film, le ton du film. Ça donne une identité un peu au film. Ça aide aux gens de connaître un peu le nom et et deviner un peu de quoi ça parle, c'est quoi un peu, et que quelque chose qui est facile à dire, à retenir, pour que le film puisse voyager. C'est ça. Donc c'est un peu ça. J'essaye de faire avec les titres. Quand je cherche un titre, je cherche quelque chose qui n'est pas compliqué, qui est truc comme ça, quoi. Comme qui permet un peu de faire voyager le film à l'international. C'est ça. Alors, facile à dire. Je vais dire Freeman ou plutôt Bokarien. Nom d'artiste ou... Oui, état civil, oui, c'est Bokarien, Bokar Freeman, quoi. C'est mon surnom. Et je suis... Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis là pour parler un peu de mon vernissage au musée Théodore Monod. Voilà, griotte, voilà. Parce que c'est tout à l'heure, ça a parlé du mot griotte. Parce que c'est une écriture inclusive. Donc, parce que j'ai fait mes études et mes formations aussi aux Beaux-Arts de Paris avant de poursuivre pour une thèse. Donc, je travaille beaucoup sur l'écriture créative. J'ai sorti deux livres, je suis pluridisciplinaire, en fait. Et des parcours universitaires d'art supérieur et tout. C'est toute une mutualité de connaissances. Donc, c'est pourquoi je me permets quand même de réécrire et de re-questionner les textes, quoi. Et Sarah, généralement, les artistes sont souvent pluridisciplinaires. C'est ça, c'est-à-dire que, mais surtout avec Freeman, en lisant son CV hier, j'ai été vraiment perdue. Je me suis dit, mais véritablement, comment est-ce qu'on a autant on va le présenter? Oui, exactement, qu'est-ce que je dois dire? C'est un artiste avec un grand A, c'est vrai, mais il touche un tout petit peu à tout finalement. Qu'est-ce qui prime quand on a autant de talent sous son chapeau, autant de vision sous ses verres, je ne sais pas finalement.
comment est-ce qu'il se définit lui-même? C'est dû à une passion, je pense. Je pense que c'est la passion parce que je suis issu d'une famille griotte de Tambacounda, les Yéla. Donc mes parents sont des griots de génération. Et puis je suis né dans l'oralité, dans la musique, dans l'activation. Comme on le dit. Ça, en tout cas, c'est voilà. Donc vous êtes griot, écrivain, performeur. Oui, ça c'est l'académie, quoi, en fait. Tous ces mots-là, vidéaste, tout ça, c'est l'académie. Mais moi, je préfère quand même partir de ma source en tant que l'Africain, artiste africain de source, qui fait des actions. C'est pourquoi, pour moi, c'est important d'inclure ce mot dans mon parcours. Très bien. Finalement, c'est un melting pot, quoi. Exactement. Ce matin, Sarah a vraiment renoué avec les vendredis culturels de Kinkeliba. Alors, on va passer à la rubrique sport, celle de Abdulaziz Ban. C'est juste après le jingle. Alors, Abdulaziz Ben, tu nous disais tout à l'heure au sommaire, tu nous parles ce matin de foot féminin éliminatoire CAN 2024. Sénégal-Égypte. Sénégal a gagné 4-0. Finalement, on est des bêtes noires de cette équipe d'Égypte. En attendant le match retour, les Lions, donc, un match aller comptant pour les éliminatoires de la CAN 2024. Les Lions du Sénégal ont dominé l'Égypte sur le score de 4-0. Début signé Mrem Babou à la 26e, Genar Ndiaye 30e, Absatou Malade Diallo à la 67e et puis Mbayang Sow à la 87e. On vous propose cet temps fort avec les buts inscrits par les Sénégalaises. La solution corner bien tiré, écarté, attention, Mariam Babou au niveau de l'entrée de la surface de balle, frappe tiré, écarté, attention, Mariam Babou au niveau de l'entrée de la surface de balle, frappe à l'entrée de la surface de balle, frappe super but, Mariam Babou. Elle n'a pas encore réussi le coup, mais je crois que c'est travaillant. Voilà, attention, ça c'est un ballon de début. Mais je crois que c'est travaillant. Voilà, attention, ça c'est un ballon de début. C'est travaillant. Voilà, attention, ça c'est un ballon de début. Il est dedans. Il est dedans. La Canadien qui gagne en Ndiaye, cette fois-ci c'est en lame. En tête de jour, Mbaye sur la corner. Non, attention à ce ballon, une belle reprise. Regardez. Oui, très bien. Lucidité, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Les trois. On tire, les gars. Regardez. Oui, très bien. Lucidité, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Les trois. On tire, les gars. À l'approche de la surface de réparation, il faut qu'on évite les fautes. Oui, Malado, vas-y. Oui, très bien. Malado, vas-y. Oui, très bien. Malado, même si le important. Alors, désolé, en off, merci beaucoup pour le stylo. Alors, Abdulaziz Ban, j'ai aimé ce lobe justement de la joueuse. De Genar. De Genar. Je sais que je ne m'y connais pas trop en foot. Sarah peut-être va me tirer les oreilles. C'est le lobe. C'est pourquoi j'ai démarré avec les dames. On a vu de très beaux buts, des frappes à l'entrée de la surface de réparation, des lobes sur le deuxième but et puis un coup franc en fin de partie. Donc il faut se dire que nos dames-là sont prêtes pour qualifier le Sénégal à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il reste le match retour, ça va se jouer en Égypte. Il faudra prendre toutes les garanties parce que se déplacer chez nos amis égyptiens, comme on sait, on a une longue histoire avec nos amis égyptiens entre 2021 et 2022. 2023, on a eu une quinzaine de matchs. Basket, dans toutes les disciplines, on a gagné. Basket, donc, il faudra se préparer pour pouvoir déjà marquer 2 buts à l'extérieur et puis conserver ce score-là. Alors, Monsieur Lopi, on peut dire finalement que tout se travaille dans le mental, hein, parce que en espèce de 2 années, on est devenu la bête noire de cette équipe d'Égypte. Oui, l'Égypte, tu vois, ces 3 années en tout cas. Le Sénégal a battu l'Égypte dans toutes les générations, les plus jeunes, les seniors et tout ça. Donc le Sénégal est vraiment au-dessus de l'Égypte. C'est très dur pour eux, tu vois. Mais quand on voit dans le passé, l'Égypte aussi nous a beaucoup fatigués. Les Égyptiens ont dominé le foot africain pendant très longtemps. On se rappelle le penalty de Diomansy Kamara. Ils ont tiré, voilà. C'était en quoi, en 2002? Non, en 2004. D'accord. C'était en 2004 et ça a été très difficile. Une défaite, ça nous est resté sous la gorge. Et puis, on prend cette revanche-là. Depuis là, le Sénégal est en train de prendre cette revanche pour,
comme dans toutes les disciplines, on parvient à, quand on rencontre l'Égypte, donc ça ne dort plus au niveau chez les pharaons. D'accord. En tout cas, les lions ont dompté finalement ces pharaons. Oui, les lions. Et les lions. Oui, C'est le foot féminin, c'est les dames. Bravo et félicitations encore une fois à Mamoussé pour le travail qu'il fait avec ces dames. Mamoussa Cissé. C'est ça. Alors, on va évoluer sur le conducteur avec... Rappelez que le match retour, c'est prévu le 5 décembre au Caire. Au Caire, très bien. Alors, on évolue avec justement le football local, avec la Ligue 1, 5e journée. Avec le mondial U17. Le mondial U17 Oui, d'abord. Effectivement. Oui, d'abord, Sarah. Effectivement, le Mali face à la France en demi-finale. J'ai sauté effectivement le mondial d'Allemagne donc face à la France, c'est l'affiche de la finale de ce samedi et la 3e place prévue ce vendredi tout à l'heure, donc à midi, en direct sur la RTS. L'Allemagne, donc en demi-finale, a battu l'Argentine par 4 tirs au but à 2, après un nul de 3 buts partout à la fin des 90 minutes. La France, quant à elle, a sorti le Mali sur un score de 2 buts à 1. Retour sur ces 2 demi-finales avec Fatoumata Sabané. Les Maliens sont en pleurs. Ils sont tristes d'avoir perdu cette demi-finale. La déception des jeunes Maliens après cette victoire de la France. Les Bleuets s'imposent 2 buts à 1 face aux Aiglonnais. Un match que les Maliens ont bien démarré et il a fallu un Paul Arnier alerte pour sauver ses cages. Les coéquipiers d'Ibrahim Diarra continuent leurs actions offensives et finissent par avoir gain de cause avant la fin de la première mi-temps. Une défense française maladroite permet au capitaine malien d'ouvrir le score. Cette première période, la joie du public de Surakarta. De retour des vestiaires, les Maliens voient rouge avec l'expulsion de Sanogo à la 55e minute. Pour Souleymane Sanogo. Un coup dur pour le Mali à la 55e minute. Un fait de match qui profite aux Bleuets. Ils égalisent sur l'action qui suit avec ce coup de tête d'Ivan Titi. Inscrit par Ivan Titi. Double peine pour l'équipe malienne. 13 minutes plus tard, les Français, avec la supériorité numérique sur le terrain, marquent le 2e but sur coup franc direct d'Ismaël Bouneb. Nous sommes à la 68e minute. Qui donne l'avantage aux Français. Ismaël Bouneb, passeur décisif. Ismaël Bouneb, buteur. Les Maliens vont tenter de revenir au score, mais en vain. Les 13 minutes de temps additionnel n'y changeront rien. Les Bleuets, tout comme leur aîné, accèdent à une finale de cette catégorie pour la 2e fois, après 2000 ans. Et se hisse en finale. L'Allemagne qui passe grâce à Paris Bremer. Il avait permis à cette équipe de... Dans l'autre demi-finale, c'est au bout d'un match à suspense, riche de 6 buts marqués, que l'Allemagne remporte à la séance de tir au but. La Mannschaft a démarré fort dès la 8e minute avec ce but de Paris Brenner. Il va passer, il va frapper ses buts. Ouverture du score, efficacité de cet attaquant. L'Albi Céleste réagira avec l'inévitable Augustin Roberto qui égalise à la 35e. Les jeunes Argentins vont doubler la mise. Valentin Acuna pour Roberto qui croise parfaitement ce ballon. Ça fait 2-1 pour l'Argentine qui passe devant. Les Allemands, de par leur sang-froid, reviennent dans le match avec ce 2e but de Brenner qui signe un doublé. Max Morset enfonce le clou à la 69e minute, mais c'était sans compter sur cette grinta des Argentins. À 1 minute de la fin du temps additionnel, Roberto, meilleur buteur de la compétition, inscrit son 7e but. 3 buts partout. Mais l'Allemagne prendra le dessus dans la séance fatidique des tirs au but, 4-2, et retrouvera la France pour la finale de ce mondial le 2 décembre à 12h. L'affiche du mondial des U17 est désormais connue. France-Allemagne. C'est vrai que la France a éliminé le Sénégal et le Mali. On a vu un match où vraiment le Mali a perdu un peu, on va dire, du mental. Dans la gestion des émotions. Lorsqu'ils ont écopté du carton rouge. Oui, juste après le retour des vestiaires à la pause. C'est le Mali qui menait par 1-0. On a vu une belle équipe malienne qui a dominé son adversaire. La France était inexistante dans cette première période. Et puis, il y a ce fait de jeu, ce carton rouge
pris par Sanogo, alors qui a déstabilisé cette équipe malienne. Et puis l'égalisation sur ce coup franc-là qui suit. Ensuite, un deuxième but sur un autre coup franc. Donc l'équipe malienne a vraiment disjoncté après ce carton rouge-là. Donc c'est ce qu'on appelle parfois au football la gestion des émotions. C'est important. Et puis c'est au niveau des directions techniques, mais également de l'entraîneur, de parler aux joueurs quand il y a ces situations-là. Rappeler tout le monde alors pour leur dire qu'attention, vous avez pris un carton rouge, alors il faut faire très attention pour ne pas encaisser de but. Autre affiche également en demi-finale, Sarah, on a vu Allemagne-Argentine. Qui était un match très intéressant. Je te voyais tout à l'heure commenter en off. Oui. Tu as suivi ce match. Très beau match, riche en émotions, parce que jusqu'à la dernière minute, l'égalisation du meilleur buteur du tournoi, l'Argentin, j'ai oublié son nom, mais véritablement, on a vécu une sensation forte. C'était un très beau match. Roberto, 7 buts dans cette compétition. Après, bon, les tirs au but, c'est pile ou face, quoi. Tout à fait. Parfois, ça vous sourit, parfois, ça ne vous sourit pas. Et c'est l'Allemagne qui passe. On aura droit à une belle finale. Tout à fait. France-Allemagne, même si, honnêtement, cette équipe de France aurait dû être disqualifiée. C'est mon point de vue et je ne change pas. La FIFA n'a pas appliqué ses propres textes. Et je suis désolée, quand je vois ça, ça me fait quand même mal pour ces équipes africaines qui auraient pu passer. Ça aurait pu être le Burkina, ça aurait pu être le Sénégal, ça aurait pu être le Mali. Bon, c'est dommage, c'est la France. Et on ne comprend pas. Cette équipe n'aurait même pas dû poursuivre ce tournoi-là. Et ça, c'est un fait qui restera. Ça, c'est vrai. Et puis, tout à l'heure, il y aura à 11h, je serai sur le plateau pour le match de la 3e place entre l'Argentine et le Mali. Très bien, ce sera en direct sur la RTS. À quelle heure? À 11h. Le plateau démarre à 11h, le match démarre à midi. Très bien, maintenant tu nous parles du programme de la 6e journée de Ligue 1. Avec ce samedi au programme Dakar Sacré-Cœur qui reçoit le stade de Dakar Sacré-Cœur, c'est le leader de cette Ligue 1 qui reçoit le stade de Mbour. Le Giraffe de Dakar va jouer contre Génération Foot Djambar qui reçoit Tenguet Football Club à Thiès. Dimanche, on aura Linguère, Uzo, Guédioua FC, Diamono de Fatick, Union Sportive de Gorée contre AS Pikine, la Sonacos de Diourbel qui reçoit le Casa Sport de Ziguinchor. Très bien, qu'en est-il de la Ligue 2? Et samedi au programme, Oslo FA va jouer contre Dembo Diop de Mbour, le Seneps qui reçoit le Ndiambour de Louga, Niary Tally contre Amitié FC, Keur Madior contre HLM, Dakar Université Club contre Renaissance Sportive de Yoff. Et puis dimanche, AGEL de Rufisque contre AS Douane et Thiès FC va jouer contre Walidan dans le derby thiessois. Alors, on continue avec le championnat du monde de Tech Ball, le Sénégal en 8e de finale. Après 3 victoires en match de poule, Mame Cheikh Fam s'est qualifié en 8e de finale. Le Sénégalais a battu l'Algérien Farid en green en 2-7-0 et le Portugais Baptiste Bernard par 3-7-0. Le match de 8e de finale est prévu donc aujourd'hui. Ces championnats du monde se tiennent à Bangkok du 29 novembre au 3 décembre prochain. Et sur la page Facebook de Texen, c'est un post de remerciement à l'endroit du directeur général de la RTS, M. Racine Talla, qui a pris en charge les billets d'avion des athlètes pour permettre à l'équipe d'aller participer à ces championnats du monde. Bonne chance donc à Mame Cheikh Fam. Alors, bonne chance à Mame Cheikh Fam. Générosité. Oui, générosité. Oui, femme ou femme. F-A-M, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Alors, générosité vraiment de la part du directeur général de la RTS qui a offert vraiment les billets d'avion. On a plusieurs. Ils sont 6. Hein. Ils sont 6. Quatre athlètes et puis les 2 encadreurs. Un geste à saluer, bien évidemment, parce que le tech ball fait partie de ces disciplines-là qu'on oublie. On n'accompagne pas suffisamment ces athlètes-là. On est beaucoup plus dans le football et le basket et même la lutte. Donc, véritablement, un geste à saluer. Mais je pense que ce n'est pas une première. Tout à fait. C'est ça qu'il faut souligner aussi. Donc, merci au DG, qui est aussi le maire de Wahinan Nimzat. Et je crois qu'à Wahinan, il y a même un terrain de jeu, c'est ça, il y a un terrain de jeu pour le tech ball. Un terrain de football également gazonné synthétique, avec le gazon synthétique, qui permet aux joueurs-là de pouvoir pratiquer le football. Mais aujourd'hui, donc, il faut dire que moi, c'est la 2e fois que je vois ce geste-là au niveau, même à la mairie de Wahinan Nimzat, il y avait une formation pour les arbitres. Donc, c'est le directeur général et maire de Wahinan Nimzat qui avait permis
au Techball de pouvoir organiser cette formation au niveau de la mairie de Wakhinane Nimzatt. Exactement, et sur les plateformes digitales, on a pu voir et apercevoir en images la publication justement de la page Facebook de Texen qui dit reconnaissance, la délégation sénégalaise quitte Dakar. Alors j'ai malheureusement plus l'image à l'écran, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Alors peut-être faire intervenir nos invités du jour. Vous connaissiez un peu le Techball, Monsieur Lopi? Techball, non. Non. Je connais pas. Moi, tu sais que je viens de découvrir à l'écran le Techball. Slimane, vous connaissez le Techball? Non, je ne m'y connais pas. C'est comme le Finalement, il y a beaucoup de déclinaisons. C'est du tennis et du football en même temps combiné. Voilà, on a les images. C'est ça. Ça se joue avec la tête? Avec les pieds, la tête. C'est comme du foot, sauf qu'il y a une table de tennis un peu comme le sépare. Voilà. Et donc c'est individuel, c'est pas un sport où il y a. C'est de frapper la balle au niveau du camp adverse. Et puis si l'adversaire ne réagit pas, que ne redonne pas, ne met pas le ballon en jeu, donc vous marquez un but. Très bien. Et je disais tout à l'heure, une publication sur les plateformes digitales de la page Texen. Reconnaissance, la délégation sénégalaise quitte Dakar ce lundi pour les championnats du monde de Techball, prévu à Bangkok du 29 novembre au 3 décembre. Si c'est possible, c'est en grande partie grâce au directeur général, DG et maire Racine Talla, qui a bien voulu prendre en charge les billets d'avion de nos athlètes. Toute la famille de Techball du Sénégal qui témoigne sa reconnaissance pour ce geste qui démontre encore une fois son attachement à l'épanouissement d'une jeunesse qui porte haut les couleurs du Sénégal. Merci infiniment effectivement au directeur général, non moins maire de Wakhinane Nimzatt. Alors aujourd'hui c'est un peu difficile avec vous. Wakhinane Nimzatt. Moi je ne suis pas la seule à m'être réveillée du mauvais gauche finalement. C'est ça. C'est Wakhinane Nimzatt. Wakhinane. Mais à coup de pas DG. Wakhinane Nimzatt. J'y arrive. Alors on va passer justement à ton dernier élément, Abdelaziz Van. Avec le tournoi du numérique, qui a pour objectif de réunir les agents autour du sport et de ses valeurs. Le tournoi bat son plein. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale sont prévus donc ce samedi à partir de 15h au terrain Dakar-Sacré-Cœur. En quart de finale, la RTS va rencontrer Promobile. Voici Ibrahim Sey, le coordinateur du tournoi. L'objectif de ce tournoi, c'est simple. Donc, vous savez, récemment, il y a eu une dynamique qui s'est installée au niveau de l'écosystème du numérique avec l'organisation d'un panel. Après ce panel-là, au cours des échanges, on s'est dit qu'il faut organiser quelque chose qui va rassembler les travailleurs, qui va favoriser l'esprit d'équipe, le coworking, la solidarité. Et au cours des échanges, après une audience au niveau du ministère des Télécoms, il est ressorti d'organiser un tournoi de football, sachant que le sport est un puissant vecteur quand même qui peut favoriser la cohésion et la recherche d'opportunités qu'on cherche. C'est à travers ces échanges-là qu'on s'est dit qu'on va organiser un tournoi regroupant l'ensemble des acteurs du système numérique. Le tournoi se déroule en 2 phases. Nous avons déjà fait la première phase qui était les matchs de poules. On a regroupé les équipes en 2 poules parce qu'au total, on a 8 équipes participantes. Au début, on était 10, mais avec les échanges, on terminé avec 8. Donc ces 8 entreprises-là ont été réparties en 2 groupes. Donc il y avait le groupe 1 avec la Sonatel, c'est Sonatel, Free, Promobile et ARTP. L'autre groupe était composé d'Expresso, la RTS, CENIM et l'amicale du ministère de la Communication et des Télécoms. Donc à l'issue de la première phase, les 8 équipes ont été autorisées à jouer la deuxième phase, les quarts de finale et les demi-finales finales qui vont se dérouler le samedi 2 décembre au complexe Dakar Sacré-Cœur. Nous invitons l'ensemble des personnels de toutes ces entreprises-là pour qu'ils viennent par une forte mobilisation vraiment démontrer que le secteur du numérique est un secteur dynamique qui peut fédérer, qui peut réussir le pari de l'organisation et de la mobilisation, le tout dans un esprit de fair play.
On a une belle équipe. On a aperçu notre penalty, hein? Penalty de Dramé. Contre le ministère, c'est notre deuxième but. Bravo. D'accord. Sur saut d'orgueil, après avoir encaissé beaucoup de buts, on s'est réveillé. Qui nous permet de nous qualifier en quart de finale et on va rencontrer Promobile et on va brouiller le réseau. Ah ouais. Très bien. Alors, Promobile, ce sera demain à quelle heure? Demain à 15h. On va jouer les quarts de finale, les demi-finales et puis la finale entre 15h et 20h. Vous avez le droit d'avoir des supporters, on peut venir supporter l'équipe. Il faut venir encourager l'équipe de la RTS pour qu'on puisse remporter le trophée. Ouais. Très bien. Et on viendra demain à 15h. À Dakar-Sacré-Cœur. Très bien. Merci beaucoup, Abdelaziz Ban, pour ta chronique de ce matin, pour ne pas dire ta belle chronique. Hein. Alors, on va passer à la rubrique invitée juste après le jingle. Alors Sarah, par qui commençons-nous? Eh bien, ça dépend tout simplement de notre présentatrice ou de notre réalisateur choisi. Alors, on va commencer par... Cinéma? Cinéma. Ça dépend de toi. Paplopi? Paplopi. Très bien. Okay. Ça me va. Avec le mouton de Sada? Exactement, Sarah, c'est à toi. Très bien. Alors, le mouton de Sada, encore une fois, Pape Bounaman Lopi, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin et merci d'être sur le plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le réalisateur de ce film. Ce n'est pas votre premier film, hein. Il y en a eu d'autres, on en reparlera au cours de cet entretien. Mais comment est née l'histoire de ce film? Bon, l'idée, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi depuis l'âge de 17 ans. Parce que c'est le moment où ma mère m'a demandé de tuer un coq pour une fête, quoi. Et que du coup, quand je me suis mis à faire ça, j'ai senti une énorme sensibilité envers la bête, que je ne peux pas faire ça, quoi. Donc c'est à partir de ça, il y a quelque chose, il y a un déclic qui est né en moi. Donc c'est un peu une histoire personnelle finalement. Oui. C'est un déclic qui est né en moi, donc qui ne cesse de bouger dans ma tête, dans mon esprit, dans aussi mon âme. Parce que je suis dans une société qui à chaque fois, je me confronte à ça. À chaque fois, il y a un voisin qui le fait, ou il y a quelqu'un qui le fait, ou il y a une fête, où tout le monde doit le faire. Du coup, et ce sentiment qui est intérieur, un jour, quand je suis allé chez un ami où c'était la Tabaski, mais ce jour-là, tout le monde était content, sauf son frère cadet, qui était en deuil parce que le mouton qu'on a tué, c'était son ami, quoi. Et donc... c'est en ce moment-là, j'ai senti que la vase, elle est pleine, il faut le verser quelque part, quoi. Absolument. Donc c'est un peu ça. Et en fait, je me dis, quand on doit mettre des animaux dans des films, dans des œuvres cinématographiques, c'est jamais évident. Comment vous avez réussi à construire cette complicité entre Sada et ce mouton? Est-ce que c'était son mouton à lui déjà? Ou bien c'est un mouton? Comment vous avez réussi à créer ce lien entre... cette alchimie entre les deux. Oui, c'était pas son mouton au début, mais les moutons, ils ont quelque chose déjà attachant avec peut-être on ne fait pas attention souvent, c'est vrai. Mais déjà, ils sont attachés, quoi. Et quand j'ai voulu faire ce film, j'ai fait un casting de moutons, tu vois, donc... il y a eu un casting de moutons. C'est la visite aux gens et que du coup, bon, je ne viens pas dans ton salon, mais je vais dans l'enclos. Pour voir les moutons. C'est un peu... Finalement, qu'est-ce qui a porté votre choix pour ce mouton, finalement, le mouton de Sada? Bon, c'est un mouton qu'il y a un éleveur, il y a un gars qui élève ça à Grand Yoff. D'accord. Tu vois, et que lui, il a une façon de les dompter, d'être avec eux, qui, en tout cas, on sent plus que ces relations, on peut le construire après, parce qu'il y a quelque chose déjà, des bases sur lesquelles on peut construire cette relation-là. Et Sada, vous l'avez choisi comment? Casting sauvage? Oui, comme le mouton, hein, parce que moi... c'est un prénom. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait les castings, qui se cale quelque part et tout le monde se prépare dans leur maison en disant je vais au casting. Non. Je débarque dans un quartier à Guédiawaye, à pleine banlieue, que la plupart des gosses, vers 17h,
Ils sont tous dans les rues en train de jouer au foot et faire des trucs. Donc, je suis allé dans une grande maison, j'ai dit à quelqu'un qui connaît le quartier, appelle-moi tous les gamins de ce moment et tout ça. Et ils courent tous vers cette maison. Et du coup, quand ils courent, ils sont venus à saut, d'autres ils jouaient au foot, d'autres ils étaient là, donc ils sont venus comme ça. C'est comme ça que j'ai fait le casting et que Sada, il est venu, mais il est resté à l'entrée. Donc son regard a attiré mon attention. Donc, et vous l'avez vu tout de suite et vous avez dit, ce sera celui-là, appelez-moi ce gamin. Non, pas tout de suite, mais j'ai fait un truc sélectif, j'ai casté beaucoup de jeunes. Et puis voilà, j'ai filmé, et puis je suis allé avec mon équipe, on a dit, ah, celui-là, il est... Et sur la mesure qu'après, il a pris le rôle. Je connaissais un tout petit peu l'histoire, mais je voulais que vous puissiez nous la raconter sur le plateau. Parce que j'ai l'impression que généralement, les réalisateurs, c'est un peu ça aussi. Dans le personnage, vous voyez quelque chose que peut-être nous, on ne voit pas. Vous regardez dans le casting, et puis, je veux dire, il y a des gens qui ont été dans des écoles pour le cinéma, pour l'art, qui maîtrisent, mais on peut aller à un casting et vous laisser de côté ces professionnels et vous prenez quelqu'un, un profane, qui n'a jamais fait de cinéma, mais c'est parce que vous voyez quelque chose, ce quelque chose-là. Comment on pourrait le décrire? Parce qu'un personnage, c'est quelque chose qu'on construit depuis l'écriture du scénario. Et ce personnage-là, il est imaginaire, c'est ça. Mais aussi, qui va porter ce personnage à l'écran? Qui a de la gueule, qui ressemble à ce qu'on a imaginé, à ce qu'on veut faire sortir du point de vue émotionnel, du point de vue... voilà quoi. Donc, il y a parfois il y a des gens qui ont ce talent naturellement, qui correspond en tout cas au personnage que tu veux ressortir. C'est dans le regard, généralement? Parfois, c'est dans le regard, parfois, c'est dans le silence, parfois, c'est une morphologie particulière que la personne a et que les autres n'ont pas. Parfois, la diction, parce qu'il y a certaines personnes, quand tu parles, ils ont une certaine voix qui porte. C'est la voix, c'est tout ça qui compte, bien évidemment. Alors, la particularité également de ce film, c'est que, bon, ce film n'a pas reçu forcément de fonds pour être réalisé. Comment est-ce que vous avez fait pour justement réaliser ce film? Est-ce que c'était difficile financièrement pour pouvoir réaliser ce film et surtout le faire parcourir un peu partout? Tu sais, moi, comment j'ai commencé à faire du cinéma et comment on existe dans le cinéma, c'est quelque chose qui est un peu difficile parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas vraiment école de cinéma. Donc nous, en tant que jeunes, on était connectés un peu, on voulait faire du cinéma. Donc on n'avait pas les moyens où aller pour apprendre ce cinéma-là. Et qu'il y a un monsieur, un professeur, qui était à l'université, qui a fait le filière cinéma, et que du coup, nous, on allait dans son bureau, l'emmerder un peu, qu'il nous parle du cinéma, et que quand on l'emmerde, et puis finalement, il nous a dit, organisez-vous, et je viens les week-ends, comme ça, on fait des ciné-clubs. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire du cinéma et à comprendre le paysage cinématographique et à écrire et tout ça. Et que finalement, lui, il nous a poussé en nous disant, vous avez écrit un scénario, vous allez le tourner. Comment le tourner? Il dit, je ferme les classes tant que vous n'avez pas tourné ce film. Donc on a dû galérer à aller gauche à droite, à cotiser entre nous pour trouver une caméra pour faire le film. Donc, cette culture de recherche, d'essayer nous-mêmes, cette culture ne nous a pas quittés. Donc, quand on est déterminé pour faire un film, on n'attend personne. D'accord. Peu importe. Quel était le budget de ce film? Le budget, ça s'élevait aux 300 millions, comme ça, mais après, on n'a pas eu tout. Mais après, au cours, il y a des fonds qui viennent, il y a Jeune Création Francophone qui vient, il y a FOPICA qui vient finalement.
Et il y a d'autres guichets qui viennent, il y a d'autres aussi Canal+, qui vient en coproduction et tout ça. Quoi. Donc ça aide forcément. Ouais. Le film a déjà été primé au FESPACO. Hein. Ouais. Une belle surprise pour vous, j'imagine. Oui, une belle surprise. FESPACO, c'est un festival où vous étiez en 2013 avec mon premier court-métrage. Tout à fait. C'est la deuxième fois. La première fois, il n'y a pas eu de prix en 2013. Oui. Ouais, c'était format court. Et que j'ai fait un autre court-métrage qui n'a pas été au FESPACO, qui a été au Carthage, qui a eu le Tanit d'argent. Demdem, c'est ça? Demdem, oui. Et qu'après, quand c'est le moteur Sada, donc je me suis dit, bon, je vais aller au FESPACO. Tu vois. Et que quand je suis allé au FESPACO, j'étais dépassé par l'attractivité du film. Parce que tout le monde en parlait, tout le monde se plaignait, en tout cas les gens qui ne l'ont pas vu, de ne pas avoir vu ce film pendant le FESPACO, et les gens qui l'ont vu nous cherchaient, et que voilà, j'étais avec l'acteur Sada qui était avec moi pendant ce festival, lui aussi qui a vécu une expérience vraiment unique de sa vie, parce que c'est un gosse qui était dans son quartier, l'école, la maison, le quartier, et d'un coup je lui dis, on prend l'avion, on voyage, et puis quand il est voyagé, il s'est découvert star, parce que les gens, le truc... Tout le monde l'adulait, je comprends. Ouais. Ça me rappelle un peu l'histoire de Banel et Adama également, Casting Sauval, de Ramata Toulaïsi, qui les prend comme ça, et qui les emmène à Cannes. Et la jeune Banel qui disait, qui s'appelle Khadi d'ailleurs, qui disait, mais Ramata, c'est quoi Cannes? Je ne sais pas ce que c'est. Donc elle allait sur le net pour regarder un peu, et c'était une très belle découverte finalement. Ouais. La sortie en salle de ce film? Oui, la sortie en salle, c'est du 1er au 10. Tu vois, donc nous, ce que nous voulons et ce que nous cherchons, c'est pour ça qu'on se bat sur les réseaux sociaux, on booste vraiment que les gens aillent dans les salles regarder le film. Parce que regarder un film dans une salle de cinéma, c'est là où tu comprends toute la dimension de l'œuvre. C'est vrai. C'est vrai. Sinon, si je le regarde juste dans une télé, je suis distrait par l'enfant qui crie par là, par les choses qui se passent alentour. C'est vrai, l'environnement. Mais quand on est dans une salle de cinéma, tu entends que le son du film, tu vois que l'image du film, et tu es connecté quoi, avec le film. Et c'est ça, c'est vrai que cette culture, aller au cinéma, commencer à truc, mais actuellement à Dakar, il y a des salles de cinéma, telles que Cinéma Pathé, Canal Olympia, Ciplaza. Donc, le film va passer dans ces cinémas-là. Allez avec vos familles, parce que c'est un film aussi d'enfants, c'est un film d'adultes, c'est un film du Sénégal, parce que ça parle de la Tabaski. Allez-y, regardez le film, c'est magnifique. Voilà. Ce qui est intéressant pour finir, c'est que c'est un film qu'on peut regarder en famille. Et vous avez raison, c'est un excellent programme pour le week-end, pour toute une famille. Emmenez les enfants dans les salles de cinéma pour regarder Le Mouton de Sada, de Pape Bounama Lopi. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Avant de vous libérer du plateau, on reviendra sur les perspectives. On va enchaîner, hein, Ban, tu voulais placer un commentaire? Juste que le Mouton de Sada, on se voit dans ce film-là, parce que nous tous, on a eu une histoire particulière avec le mouton. Voilà, avec le mouton, que ce soit le mouton voilà, à la maison. Donc moi, l'image que j'ai aimée, c'est quand le Sada est accompagné du mouton, il porte un caftan jaune, le mouton aussi porte. Je crois qu'on a la bande-annonce. Hein. C'est une belle image, hein. Vraiment, ça aussi, ça vend le film et ça vous permet de le découvrir. Très bien. Sarah, tu continues dans la foulée avec le second invité qui nous accompagne ce matin, l'artiste Freeman. Oui, tout à fait. Et donc, il est aussi un peu dans, je vais dire, dans le cinéma, quelque part, parce qu'il est vidéaste, donc il touche aussi aux images. Mais c'est tout un programme que vous avez concocté, assez lourd d'ailleurs, une démarche singulière pour moi. Avant d'en venir à cela, oui, parce que c'est beaucoup de choses. Il y a la pose de la première pierre, il y a le vernissage, il y a l'inauguration, tout ça, c'est un tout. Dakar, Tambacounda, tout ça en l'espace d'un mois, je trouve que c'est quand même une démarche singulière. D'abord, qui est Freeman? Bon, Freeman, c'est un artiste de Tambacounda qui fait art visuel, musique, performance.
et qui préside aussi une association culturelle qui se nomme Free Label à Tambacounda, qui dirige la maison de culture urbaine de Tambacounda, qui dirige le musée de Tambacounda. Donc voilà, c'est un retour des compétences. Je suis passé par là, par l'université, les Beaux-Arts de Paris, et j'ai été l'année dernière aussi nommé par la France, par le ministère de la Culture de France, à la Villa Médicis, à l'Académie de France à Rome, là où j'ai été aussi le premier Sénégalais, africain même, je dirais, à intégrer dans cette résidence, la Villa Médicis. Bon, donc on le connaisse, quoi, ceux qui sont... Voilà. Et je suis content d'être là, au Sénégal, surtout à Dakar, de retourner chez moi. À Tambacounda. À Tamba et à Dakar aussi, parce que je suis passé aussi par le musée IFON, dont je remercie aussi Malik Ndiaye, Elhadji Malik Ndiaye, qui est le conservateur. Tout à fait. Et mon ancien professeur aussi, en 2014, je pense. Et je pense que c'est ça, Bocar Freeman. Il doit être très fier de vous. Je voudrais qu'on s'intéresse au nom de cette exposition. Donc, dans l'écriture, je pense que les téléspectateurs doivent le voir. Vous écrivez griot, point, S. Voilà, c'est une écriture créative. Parce qu'au début, je voulais faire le musée griot. Mais je me suis dit que je ne suis pas le seul. Et mon but, ce n'est pas de faire moi. C'est de faire la communauté, c'est de faire le pluriel. C'est pourquoi j'ai choisi de mettre une écriture inclusive, individuelle, féminin, à la fois aussi collectif. Pluriel, à la fois singulier aussi. Femme de TE.S. Voilà. Les griots et les griottes, c'est l'ensemble. Les griots et les griottes, c'est l'ensemble, quoi. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on écrive comme ça. Il faut qu'on ait le courage d'écrire comme ça et puis de défendre cette forme d'écriture pour qu'on montre aussi la place de la femme dans la société, les griottes, dans la communauté aussi. Voilà. Donc c'est pourquoi on a voulu le faire, suite à beaucoup de réflexions avec des universitaires, des traducteurs, et ils ont validé, et puis on a posté. Ma prochaine question, c'est pourquoi avoir choisi justement d'exposer sur ce thème-là particulièrement? Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, mais c'est cohérent par rapport à ma démarche. Parce que je suis un artiste, et puis le mot de l'oralité, de la tradition, du récit, surtout les griots-griottes, ça fait partie de mes champs de recherche. Donc j'ai voulu quand même mettre en avant, parce que je viens dans un musée universitaire, qui est le musée Théodore Monod. Donc il faut quand même que le retour de ces recherches-là aussi ait du sens par rapport à mon sujet. Donc c'est pourquoi j'ai dit, voilà, on intitule, et puis c'est les commissaires d'exposition, il y a Elhadji Malik Ndiaye qui est le commissaire général de l'exposition, il y a Cathy Aliou qui est co-commissaire de l'exposition, Cathy Aliou c'est la responsable d'œuvre aux Beaux-Arts de Paris, et il y a Gora Diouf qui est aussi professeur à l'École nationale des Beaux-Arts de Dakar, donc ce sont les trois commissaires de l'exposition. Donc c'est pourquoi tout a été discuté avant de faire quoi que ce soit concernant le... Mais à quoi peut-on s'attendre justement lors de cette exposition? Bon, le vernissage, c'est cet après-midi, à partir de 18h. Déjà à 17h, il y a une grande table ronde qui est prévue dans les jardins du musée de l'IFON, qui seront animés par Ronan Gracia, qui est le président, le secrétaire général de l'Association des diffuseurs d'art visuel en France, le centre Georges Pompidou. Et il y a aussi Chris Cyril qui travaille beaucoup sur la question des Noirs à l'étranger, les métis à l'étranger, et dans le monde de l'art contemporain. Il y a Katia Jantruc, qui est une chercheuse sud-africaine qui est basée à Paris, qui est aussi ma co-directrice de thèse. Et il y a Raw Matériel, Fatima Si, je pense, si je ne me trompe pas du prénom. Et bon, il y a aussi mon oncle, qui est aussi vraiment un membre qui peut représenter le musée griot sur cette table ronde pour discuter et voir le dialogue entre la tradition et la contemporanéité. En fait. D'accord. Voilà. Et puis après, juste la table ronde qui va durer 1 heure, il y a le vernissage de l'exposition. Le commissaire Elhadji Malik Ndiaye va souhaiter bienvenue parce que là, déjà, j'ai eu 25 invités qui sont arrivés hier depuis l'Europe pour venir assister au vernissage. Et puis, le lendemain, on va à Tambacounda pour dimanche faire la pose première pierre avec les autorités qui sont sur place, les associations, pour célébrer quand même le premier musée de Tambacounda. Vas-y, Anta. Vous avez invité vraiment des professionnels, on va dire, de l'art. Ça a été un budget parce que vous les avez fait voyager de leur pays d'origine
au Sénégal. Est-ce qu'il a été difficile de monter justement un plan financier pour pouvoir réaliser votre exposition? Vous êtes jeune, je sais que c'est pas évident. Je suis vieux, j'ai 300 ans. Je vous le conseille, hein, parce que la jeunesse, c'est dans la tête aussi. À chaque fois, on me dit, tu es jeune, je dis, mais 300 ans. Comment est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir avoir tout ce budget autour de ce projet? Il ne faut pas se fier à l'apparence. Hein. Ça a été une équipe quand même qui a travaillé sur l'exposition depuis 2 ans. Et puis j'ai des stagiaires et aussi des gens qui travaillent pour moi. Un studio à Paris, un studio ici. Mais ça a été avec le soutien aussi de l'Institut français de Paris. Et les autorités administratives de Tambacounda et sénégalaises. De Tambacounda, le ministre de l'Intérieur, Sidiki, le Kassé, le maire, le gouverneur actuel, qui est M. Diouf, et aussi, voilà, j'ai quand même vraiment eu la chance d'avoir des bonnes autorités qui sont là et qui croient au projet et la démarche. Le ministère de la Culture aussi, Le ministère de la Culture aussi, dont je remercie de passage Aline Sow, que je connais, et aussi qui m'encourage beaucoup, qui est content du parcours. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces institutions aussi qui sont derrière cette démarche artistique, et puis qui décentralise un peu l'effort, parce que je pouvais faire mes études, mais rester à Dakar, quoi, comme je l'ai fait, ou rester à Paris. Mais pour moi, c'était important aussi de créer une plateforme d'une dimension d'industrie culturelle et créative, à créer des emplois dans mon secteur d'activité, parce que ça fait plus de 25 ans, j'ai fait les différents parcours aussi pour pouvoir amener quelque chose qui pourrait rendre utile à Tambacounda, qui est une très belle ville, même si voilà, d'aucuns disent que c'est fait chaud, mais je pense que c'est à travailler, quoi, scientifiquement et intellectuellement. En tout cas, bravo pour cette initiative. C'est l'art couplé au tourisme, quoi. Oui. Parce qu'un musée, évidemment, ça attire du monde aussi. Oui, c'est un musée qui va travailler déjà sur l'histoire de Tambacounda. Parce qu'actuellement, quand tu viens à Tamba, tu n'as pas de grand-chose à visiter. Donc ça nous rend un peu le vide. Et si on a un musée là-bas, s'il y a des touristes, ou bien même les jeunes qui sont dans les écoles, ils vont aller dans cet espace pour découvrir depuis quand Tamba est Tamba, qui est Kunda, et qui sont, voilà, voilà, qui est Kunda, pourquoi Tambacounda, pourquoi ici, pourquoi nous, et pourquoi on doit aller, pourquoi on doit rentrer. Donc c'est des valeurs, c'est l'éthique. Donc c'est pourquoi pour moi c'est important, le musée c'est plus profond, parce que ça entre au-delà de l'animation culturelle seulement, mais aussi, bon voilà, voilà. Donc ça, les images que vous voyez, c'est un baby-foot que j'ai produit à la Villa Médicis, à l'Académie de France à Rome. Donc là, c'est une exposition, là où j'ai présenté le premier baby-foot. J'ai fait représenter les personnages comme Cheikh Anta Diop, au lieu des footballeurs. Comme des icônes. Voilà, des icônes. Il y a Cheikh Anta Diop. Voilà, il y a le baobab au milieu. Il y a des personnages qui sont affiliés au lapin, avec des cornes. Donc c'est des modélisations 3D, des impressions. Et il y a aussi un poème sur le tapis du baby-foot. Très bien. Voilà, c'est une création plurielle, quoi. Donc c'est pourquoi c'est une série. Là, c'est Édouard Glissant. Et là, c'est moi dans mon studio à Rome, dans mon atelier. C'est qui, ça? Bon, il y a Audre Lorde, il y a Rosa Parks, il y a Bénédicte de Savoie, il y a Martin Luther King, il y a Cheikh Anta Diop. Et voilà, quoi. C'est plusieurs personnages, ça fait 22 joueurs. D'accord. Donc, vous baby-foot, vous avez 11 joueurs sur 11. Donc, ce baby-foot, actuellement, il a quitté Rome. Il est actuellement au musée Théodore Monod. Donc, il sera, si vous visitez l'exposition, vous allez le voir. Donc, c'est une exposition autour de l'installation textile, qui est aussi le mur des mots, voilà, que vous voyez là, juste en face. C'est un mur 6 mètres sur 1 mètre 50. C'est des mots en Wolof et en français, comme empathie, nekalante ou logemunek. Qui est un concept de mon album aussi. J'ai sorti un vinyle qui a été édité par une maison d'édition en France. Il y a ça qui rigole. Donc voilà, donc c'est tout un parcours qui est là à Dakar. Il faut en profiter jusqu'au 31 décembre avant que ça puisse repartir. Dans les autres musées au Brésil et ensuite en Suisse et en France. Très bien.
J'ai envie de lui poser une petite dernière question très rapidement. Comment est-ce que vous trouvez le temps pour faire toutes ces différentes activités? Parce que vous en avez beaucoup. Hein, oui, énorme. Vous touchez à tout. Je remercie déjà toutes mes équipes d'amis. Parce que tu sais, je suis pas... j'ai pas tous les moyens de payer tous les gens qui travaillent avec moi. En fait, il y a toute une amitié, une reconnaissance très loyale vis-à-vis de moi. Donc j'ai eu la chance d'être l'ami des amis. Bien entouré? Bien entouré. C'est ça, très Donc bien. chacun fait son rôle et autour du travail, autour de la démarche pour que tout ça puisse se faire et puisse revenir aussi ici dans mon pays d'origine. Et voilà, j'ai une longue liste dont je ne pourrais pas citer quand même, mais je ne suis pas le seul. Là, déjà, il y a 60 personnes qui sont au musée ici à Dakar, presque. Hier même, Tamba, presque, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus pour voir le vernissage cet après-midi. Et il y a mes parents aussi. Donc ils ont quitté Tamba pour allier Dakar. Oui, ils ont quitté Tamba pour venir assister au vernissage. Donc vraiment, aujourd'hui à 18h. Merci beaucoup. À 18h, et ça va se poursuivre jusqu'au 31 décembre au musée Théodore Monod. On pourra aller le voir. Et merci encore, bravo, félicitations. J'ai l'impression que vous ne dormez pas beaucoup, tant mieux. Ah ouais, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Merci également à Pape Bounamalopi. Merci à vous nous avoir honoré de votre présence ce matin. Dans la deuxième partie, deux autres invités prendront votre place. Tout de suite, je vous propose de souffler tout de suite en musique. C'est l'heure du clip du jour. Un administrateur civil, un inspecteur du trésor, des ingénieurs, des profils qui ont une expérience avérée dans le secteur des BTP, de la régulation aux côtés de l'association des consommateurs vont travailler dans ce collège du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Le LNR est ce que l'ARTP représente dans les télécommunications ou l'ARCOP dans les marchés publics. Donc c'est un instrument important, d'où donc l'organisation, la configuration de son organisation actuelle, avec un collège de 8 membres envoyés par différents ministères, mais aussi conçu donc de représentants quand même de hauts fonctionnaires de l'État. Ça c'est important, puisque dans l'organigramme, nous avons le collège, qui joue le rôle de conseil d'administration, la direction générale, mais aussi le comité de règlement qui peut-être aura à statuer sur certaines préoccupations. Chers collègues membres du collège, je saurai compter sur votre disponibilité et l'immense expérience que vous avez dans vos secteurs respectifs. Je n'hésiterai pas à profiter pour accélérer le processus de transformation de l'outil en une véritable gouvernance des matériaux, des sols et de la norme dans l'écosystème du BTP. Les membres de ce collège se sont tous engagés pour relever le défi dans ce secteur clé qui, depuis 1949, n'a pas connu une telle évolution. Ces temps derniers, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de certaines réalisations dans les bâtiments, des bâtiments qui s'écroulent ou bien des bâtiments qui ne répondent pas aux normes. Aujourd'hui, avec ce laboratoire qui est le national de référence, nous pensons fortement, et les missions dévolues, que ces questions seront prises en charge pour qu'au niveau des bâtiments et travaux publics, les réalisations se fassent dans les règles de l'art. Donc c'est ça, en gros, les missions dévolues à ces différentes entités qui composent le laboratoire national et le ministère de tutelle représentant le gouvernement ne ménagera aucun effort suite aux instructions, aux orientations du chef de l'État pour que cet outil important puisse jouer son rôle. Avec le développement fulgurant des projets d'infrastructures de grande envergure, la création d'un nouveau laboratoire. Des écoles et tout ça, à terme, d'ici 2 ans, 3 ans, on verra que la tendance va être inversée. Avec le gouvernement du Sénégal, nous travaillons, nous appuyons, nous accompagnons le ministère du Développement communautaire sur un programme qui s'appelle le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des zones frontalières. Ça, c'est un programme très phare parce que c'est un programme qui suit déjà le programme de PUDC qui travaille sur l'économie locale, mais c'est un programme, je pense, qui aide à combler un peu peut-être les gaps du PUDC, à cibler vraiment les zones les plus vulnérables du Sénégal. Pour réduire les inégalités économiques, l'État doit renforcer les politiques de protection sociale, l'accès équitable aux ressources et aux opportunités dans les zones qui sont mal connectées à l'économie.
C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Il est 7h39. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes nombreux à nous écrire sur nos différentes plateformes digitales. Fatma Sogou, Gourou Meifati, Mokhtar Senghor également qui nous suit, Samba Guissé qui dit « Je voudrais souhaiter un Djouma Moubarak à Aline Badarakan ». Ce qui est impressionnant dans cette équipe de Kinkeliba, c'est que chacun peut jouer le rôle parfaitement de l'autre. Machallah. Merci à vous. Bonne journée à Aline Badarakan qui nous suit certainement, qui nous manque beaucoup. Aline Badarakan qu'on aime bien taquiner en plateau. Très tôt, parce que Marseille a gagné hier. Très bien. Il se réveille très tôt comme tous les jours. Il a l'habitude des horaires de Kinkeliba. Sarah, alors, nos deux autres invités nous ont rejoints en plateau. Madame Kewe Sen pour le Teranga Award qui parle justement un peu du tourisme, qui veut récompenser ces acteurs du tourisme, mais également Madame Annabelle qui vient nous parler de ce défilé qu'elle propose, un hommage qui est rendu à sa maman. Alors on commence par le tourisme. Avec le tourisme, bien sûr, et avec Kewe Sen. Merci d'être sur le plateau de la matinale Kinkeliba. C'est un exercice que vous connaissez pour ceux qui reconnaîtront peut-être votre visage parce que vous êtes vous-même présentatrice télé, mais votre spécialité, c'est le tourisme. La première question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous a emmené à créer ces awards, la Teranga Sénégal Awards? Bienvenue. Bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent sur la RTS1. C'est un plaisir quand même de vous rejoindre ce matin sur le plateau Kinkeliba. Donc, comme vous l'avez si bien dit, Teranga Sénégal Awards. Donc, quand on parle de Teranga Sénégal, il y a déjà le mot Teranga Sénégal. Donc, Sénégal, c'est la Teranga. Sénégal, c'est ce qu'on a à offrir aux touristes, en fait. C'est le fait de leur dire bienvenue au Sénégal. C'est ça qu'on a à vous offrir, c'est la Teranga. C'est bien sûr vous faire connaître notre très cher pays, le Sénégal, avec tout ce qu'on a comme... comment dire, avec tout ce qu'on a à offrir. Donc déjà, il y a la faune, la flore, il y a aussi l'écotourisme, nous avons la culture, mais aussi nous avons le tourisme religieux. Tout à fait. Et donc vous décidez de récompenser ces acteurs-là, pourquoi ? Alors, l'idée Teranga Sénégal Awards, donc c'est d'abord, bien sûr, de faire la promotion de la destination Sénégal, parce que là, nous sommes à la période de relance du tourisme local. Donc, vous savez que depuis la période de la Covid-19, on avait quand même beaucoup de problèmes de sortir du Sénégal et tout le monde était stressé. Donc, à ce moment-là, on a lancé vraiment le tourisme local, donc sur toutes les plateformes. On a vu que les Sénégalais s'intéressaient un peu plus à connaître leur pays. Donc, ils allaient aux îles du Saloum, à Sali, à Gorée, à Saint-Louis. Donc maintenant, Teranga Sénégal Awards, donc on s'est dit, pour bien sûr faire la promotion de la destination Sénégal, mais aussi encourager les hôteliers à faire un peu plus d'efforts par rapport à leur qualité de service. Parce que quand on parle d'hôtel, donc il y a des normes à respecter et aussi il y a des choses qu'on doit vraiment proposer aux clients qui viennent pour découvrir les hôtels. Est-ce que c'est sous forme de compétition finalement? Parce que quand on dit awards, on a l'impression que c'est une compétition. Est-ce que c'est une compétition entre les différents hôtels, les acteurs hôteliers? Est-ce que c'est sous forme de compétition? Bon, on ne va pas dire sous forme de compétition parce qu'à la base, ça devrait être comme ça. Donc, sous forme de compétition, c'est-à-dire concurrencer les hôtels par rapport à leurs étoiles. C'est une concurrence, véritablement. Exactement. Maintenant, on n'avait pas trop le temps de travailler avec le ministère du Tourisme et aussi M. Philippe Ndiagaba, qui est bien sûr derrière ce projet. Donc, on s'est dit... pour cette... de la réglementation. Exactement. Donc, on s'est dit, pour cette édition, on va tout simplement lancer Teranga Sénégal Awards, donc essayer de cibler quelques-uns des hôtels qui, dans leur domaine, vraiment ne sont pas carrément les meilleurs, mais quand même qui se débrouillent pas mal par rapport à leur qualité de service, par rapport à... Et les primés. Exactement, et les primés, mais aussi des acteurs touristiques qui ont fait plus d'une dizaine d'années dans le secteur. Donc, on va... exactement les primer pour leur dire merci pour la disponibilité pour le Sénégal. Alors, vas-y, Antoine. J'ai une question par rapport à ces personnes qui seront primées. Vous allez parler des hôtels et également des autres acteurs un peu de l'écosystème du tourisme. Est-ce que ces personnes aussi qui font la promotion du tourisme seront également primées?
Bien sûr. Comme Anta, par exemple, quoi. Elle avait une émission qui s'appelait Les Découvertes d'Anta. Elle voulait, voilà, exactement. La question, c'est pour elle. Parce qu'il y a d'autres aussi qui sont dedans, qui font des vidéos et qui font la promotion de la destination sénégalaise. D'ailleurs, parlant de Anta, je la suis très bien. Et je m'inspire, bien sûr, des découvertes d'Anta pour essayer d'améliorer un peu mes émissions. Voilà. Ça c'est vrai. Et je le dis honnêtement. Voilà, je suis carrément les découvertes d'Anta pour m'améliorer dans ce que je fais dans le tourisme parce que c'est un peu complexe. Donc, il faut vraiment avoir quelques outils pour essayer de faire la présentation et aussi de faire la découverte du Sénégal. C'est ça. Et est-ce que ces acteurs seront primés aussi? Bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs catégories. Oui, il y a plusieurs catégories. Comme par exemple, à Mbour, on a Tonton Kopandiaï qui a fait 35 ans dans ce secteur, qui n'a jamais été primé. Donc peut-être c'est notre chance à nous qui sommes ces petites filles donc, de venir primer notre grand-père dans ce domaine-là. Donc il y a aussi Madame Nenedaf qui est déjà dans la région de Thiès, qui fait un travail vraiment colossal dans ce secteur-là. Elle aussi, elle sera distinguée ce jour-là, mais aussi il y a M. Sabali de l'hôtel Bouquinvilliers qui fait un travail aussi dans ce secteur. Et ce sera ce samedi. Est-ce que le ministère du Tourisme et l'Agence sénégalaise de promotion touristique ont mis la main à la poche pour vous accompagner? Parce que c'est important, c'est essentiel. Bien sûr, on ne travaille pas pour être récompensé, mais une récompense, ça fait toujours du bien. Et une initiative comme ça doit être soutenue, accompagnée, surtout que vous êtes jeune. Est-ce qu'ils sont, vous leur avez écrit, est-ce qu'ils sont passés à la caisse pour vous aider un peu? Alors, on va parler un peu de l'ASPT. Déjà, je vais remercier le directeur Pape Mao qui a été le premier à croire à ce projet-là. Vraiment, il a pu vraiment faire tout ce qu'il peut donc pour nous accompagner. Et bien sûr, elle l'a mis dans la poche, l'ASPT. Maintenant, concernant le ministère du Tourisme, donc on a écrit et on espère, on croise les doigts que déjà, nous sommes à 24 heures de l'événement, qu'ils vont réagir parce qu'eux aussi, ils nous ont promis de faire quelque chose. Mais bon, là, on attend. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, il y a une jeune actrice qui organise justement les awards, c'est ça, du tourisme. Vraiment, il faut l'accompagner. Teranga Sénégal Awards. Ça va venir, je pense. Généralement, quand on va voir le ministre du Tourisme, il nous redirige généralement vers l'ASPT. Exactement. Chose qui m'est arrivée d'ailleurs dans justement cette lancée des découvertes. Donc c'est l'ASPT qui accompagne et pas le ministère. Pour le ministère. Mais après, c'est pas plus mal. S'il vous accompagne, ce serait tant mieux pour les Teranga Sénégal Awards. Un accompagnement personnel, quoi, en tant qu'acteur et ministre de tutelle, pourquoi pas. Ça. On enchaîne, avant de vous redonner la parole pour revenir sur le programme, avec Anna Carmen Bey, qui organise également un événement ce week-end, Bituinas, entre nous. Eh bien, c'est tant mieux, on se retrouve entre dames. Bon, même s'il y a il y a un inscrit parmi nous. Mais je pense que c'est un événement ouvert à tous, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, Bituinas, c'est un concept, on va dire. Alors, un concept, c'est pas un défilé... comme on dit, comme on en voit d'habitude. En fait, c'est un défilé de mode qui va regrouper un peu tout le monde. Quand je dis Between Us, c'est vraiment des amis, c'est la famille. Parce qu'en tant que styliste, j'ai fait un peu le tour, j'ai fait des défilés avec beaucoup de mannequins professionnels. Et je me suis dit finalement, est-ce que... Enfin, qu'on me pardonne avant que je ne termine ce que j'ai à dire, c'est que les mannequins professionnels vraiment ne nous représentent pas. En tant que sénégalaise, voilà, africaine, on va dire. Mais c'est vrai qu'elles travaillent aussi pour l'international. Donc, vraiment, c'est normal que, je veux dire, qu'elles aient un standard. Et donc, ce défilé, c'est justement ça. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de mannequins professionnels. C'est des amis qui se sont prêtés au jeu, aussi bien hommes et femmes. Donc, il y aura de tout... grandes, rondes, minces, petites, de taille, ce sera vraiment quelque chose d'assez... Un défilé à l'africaine, finalement. À l'africaine, voilà. Avec nos formes, nos tailles, comme on aime bien. C'est ça. On s'assume comme nous sommes. C'est ça. Et bon, voilà, je me dis que les gens qui seront là pour regarder pourront s'identifier, en fait, à une certaine morphologie, en fait, qu'elles vont voir. Donc, l'idée, c'est ça, de ce défilé. Je trouve que c'est un très bon concept parce qu'on a souvent du mal à s'habiller par rapport à sa morphologie. On devrait faire plus de défilés comme ça pour aider les gens parce qu'en voyant comment les mannequins de toutes formes sont habillés,
cela pourrait nous inspirer et nous aider au quotidien. Alors ce défilé, c'est aussi un hommage que vous voulez rendre à votre maman, Bébé Ndiaye, qui elle-même était styliste et qui en a inspiré plusieurs autres aujourd'hui, qui sont des grands noms de la mode au Sénégal. Tiané, par exemple, Georgie. Effectivement, oui. Alors ma maman était couturière, elle était connue, elle était dans son coin, mais très très connue. Elle a habillé beaucoup de grandes dames de ce pays et d'ailleurs. Et d'ailleurs, Tiané Diagne Georgie lui avait rendu un hommage parce que, comme elle dit, c'est grâce à elle en fait qu'elle est rentrée dans le stylisme, parce elle voyait justement à l'époque les dames qui s'habillaient, parce qu'elle faisait beaucoup de soie, donc ce qui n'est pas un tissu facile, hein, voilà, à coudre. Et donc elle faisait des tuniques magnifiques et elle s'est inspirée de ça. Et elle a tenu à la connaître déjà et à lui rendre cet hommage. Et je lui avais dit que c'était vraiment très généreux de sa part, parce qu'en général, les gens le font après. Voilà, quand la personne disparaît, c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses d'habitude. Et elle l'a fait avant, donc c'était un grand honneur aussi pour ma maman, et de reconnaître justement son art. Et beaucoup vraiment de ses amis ont repris, comment dire, le flambeau, entre guillemets. Voilà, c'est ça. J'imagine que vous gardez beaucoup de souvenirs d'elle également et qu'elle vous inspire au quotidien. Eh ben oui, vous savez, hein, moi je suis née dans les chiffons. Hein, je suis née dedans, donc j'ai eu à faire autre chose. Hein, mais je suis revenue, je pense, à cette passion, à cet amour que j'ai du stylisme. Mais comme je dis, elle avait un don. Vous savez, ma mère pouvait être assise comme ça, prendre un tissu, le couper, le coudre et en sortir quelque chose d'extraordinaire en fait. Elle n'a jamais fait d'école de mode, du tout, du tout. Pourtant, pas du tout. Le talent était là. Voilà, je pense que comme on dit, c'était inné. Hein, donc voilà, et j'essaie de suivre cette trace, on va dire. Alors, Sarah le disait tout à l'heure, on va dire tous les bénéfices qui seront récoltés de cet événement seront reversés à des associations caritatives. Est-ce que vous en avez ciblé? Oui, effectivement. Alors, cette fois-ci, mon choix s'est porté sur deux associations. C'est COPEX et puis Village Pilote. Alors, COPEX, c'est une association qui œuvre pour des enfants atteints de déficience intellectuelle, d'autisme. Il y a un peu de tout, on va dire. Et surtout, vraiment, c'est des enfants qui viennent d'un milieu vraiment très défavorisé. Et c'est surtout que, comme on dit, il y a des maladies qui ne sont pas connues, vraiment, qui ne sont pas reconnues ou connues encore au Sénégal. Donc, les parents ont beaucoup de mal à s'en sortir. Et vraiment, comme je dis, voilà, je pense que le Between Us, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que chacun, aussi, le fait de venir à cet événement, justement, va contribuer à aider ces associations-là pour pouvoir, justement, parce que cette année, on va leur offrir un arbre de Noël. Et comme je dis, ils ont le droit d'obtenir vraiment des cadeaux, comme tous les autres enfants, et une fête, et puis un goûter. Donc, vraiment, c'est mon souhait le plus cher, aussi bien pour Village Pilote que COPEX. Alors, Village Pilote, c'est plutôt des enfants de la rue, qu'ils vont, parce qu'eux, ils vont vraiment dans les quartiers, ils regardent les enfants qui traînent, en fait, hein, et qu'ils récupèrent et qu'ils essaient de réinsérer, en fait, parce qu'on leur donne une formation derrière, et parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont dans la rue. Hein. Voilà, c'est ça. Et l'événement est prévu demain, c'est bien ça? Demain, c'est ça. Demain. Tout le monde, comme dirait quelqu'un, tout le monde, il est invité. Ah ben oui, tout le monde est invité, vraiment. Ça me ferait un grand plaisir de vous y voir. Et vous allez découvrir quelque chose quand même d'assez spécial, on va dire. Oui. Ouais. Un lien sur lequel on pourrait avoir plus d'informations? Oui, alors il y a la page Facebook, Instagram, Carmena. Voilà, tout simplement. C'est ça. Les régions sont-elles également ou seront-elles aussi à l'honneur au cours des Teranga Sénégal Awards KWSN?
Bien sûr, les régions en font partie. Donc, on était à Saint-Louis d'ailleurs. Donc, on a fait là-bas dimanche, lundi. Donc, pour rencontrer les hôteliers qui sont là-bas. Parce que ce n'est pas seulement pour Saly, mais on a ciblé les hôtels par pôle. Donc, nous savons qu'au Sénégal, on a des pôles touristiques. Donc, on a invité les hôtels à Saint-Louis, à Kaolack, à Tambacounda, au Lac-Rose. Il y a aussi des hôtels à Saly. Mais aussi, il y aura aussi les îles du Saloum qui seront bien représentées avec des hôtels qui vont aussi venir par délégation. Abdulaziz Bane. Je pense que c'est une excellente initiative. Hein. Aujourd'hui, alors au-delà de cet événement, est-ce qu'il est prévu d'avoir un suivi pour permettre à ces hôteliers, à toutes ces personnes-là de pouvoir se bonifier davantage, de mieux vendre la destination sénégalaise? Bien sûr, nous avons pensé quand même travailler sur ça avec M. Philippe Ndiagaba et aussi le ministère du Tourisme pour que juste après cet événement, qu'on puisse quand même essayer de prêter beaucoup plus d'attention au travail des hôteliers parce qu'ils sont classés par étoiles et les étoiles, c'est par 5 ans au fait. Donc, chaque 5 ans, on est obligé de voir est-ce que vous respectez les normes que vous représentez, les normes de l'étoile que vous représentez. Donc, je pense qu'il y aura une table ronde aussi, c'est ça? Exactement. Ce n'est pas juste une soirée... Non. Il y aura une table ronde, c'est à partir de 17h, le même jour, le samedi, qui sera présentée par M. Philippe Ndiagaba, qui va nous parler de comment sont classés les hôtels par étoile. Donc, comment on fait pour devenir guide touristique. Donc, il va nous parler de tout ce qui tourne autour du tourisme. Ça va permettre aux étudiants qui sont en tourisme quand même de comprendre un peu plus donc, le domaine qu'ils ont choisi. Alors j'avais une question par rapport à l'écosystème en tant que tel. On parle effectivement d'hôtels. Quand on va généralement dans un site touristique, on a des réceptifs, mais parfois il y a quelques manquements, c'est-à-dire du tourisme par exemple à l'international qui quitte un pays pour venir par exemple sur Dakar, quelques manquements autour justement de ces réceptifs, par exemple en zone balnéaire. Est-ce que vous allez discuter autour de cela? Je pense par exemple à des centres commerciaux, des boutiques à souvenirs qui peuvent permettre justement à ces touristes d'avoir vraiment c'est-à-dire d'autres commodités qui sont autour d'eux lors de leur voyage touristique. Bien sûr, on est en train aussi de travailler sur ça avec les hôteliers, mais aussi avec les syndicats d'initiative, parce qu'il faut comprendre que pour faire la promotion du tourisme par secteur, il y a les syndicats d'initiative qui sont derrière pour nous appuyer. Maintenant, ce que tu viens de dire, Anta, c'est très important, et moi, ça, je l'ai toujours dit. Donc, les touristes qui viennent au Sénégal, chaque fois, c'est la même chose qu'ils découvrent sur place. Donc, à Dakar, on a le tourisme d'affaires, parce que Dakar, c'est en général des séminaires qu'on organise. À Saly, on a le côté balnéaire, et à Saint-Louis, vous avez tout simplement le balnéaire, mais en même temps l'histoire de Saint-Louis. Maintenant, si on va à Lompoul, c'est carrément l'écotourisme. Donc, ce que tu viens de dire, ça c'est vrai. On est un peu en train de réfléchir sur ça pour essayer de voir comment on va essayer d'améliorer l'offre touristique que les Sénégalais ont à offrir quand même aux touristes qui viennent ici. C'est important. Et moi, je voudrais juste passer un plaidoyer aussi pour que nos stars, et quand je dis stars, je sais qu'on on a des Sadio Mané, et pas que, il y en a d'autres qui puissent aussi contribuer à vendre cette destination Sénégal-là. Quand on arrive à Dakar, qu'on puisse voir de grandes affiches avec Sadio qui dit bienvenue au Sénégal, quand on va à Saly, etc., etc. Même à l'aéroport, déjà, ça doit démarrer. Ça peut première vitrine, véritablement. Les gens à venir davantage. Et puis bon, pas que, nous-mêmes aussi, on doit voyager. Le tourisme local, c'est important aussi. C'est important pour développer le secteur touristique. Une dernière question, moi, ce serait autour plutôt du tourisme oriental. Alors, quand on parle du tourisme oriental, c'est vraiment quand on vit le commun des Sénégalais dans les régions, dans le fin fond du Sénégal. C'est malheureusement de moins en moins prisé. Certes, il y a plusieurs émissions qu'on a pu voir qui, on va dire, met en valeur le tourisme, on va dire, oriental. Est-ce que aujourd'hui, il serait pas aussi préférable aussi de faire éclore un autre type de tourisme, de mieux le faire valoriser, afin qu'on puisse déjà se familiariser avec notre propre pays? Oui, je pense que ce que tu viens de dire, c'est important, et je pense que, je me dis que c'est maintenant même qu'on doit s'y mettre, parce que comme tu viens de dire, le Sénégal, c'est pas seulement Saly et Saint-Louis. Donc on a fait des émissions un peu partout au Sénégal, donc on découvre un peu la culture, on découvre tout ce qu'il y a. Il faut une immersion en fait, avec les populations locales, et pas juste aller rester à l'hôtel. Exactement, parce qu'au fond du Sénégal, en fait, il y a toute une histoire, il y a des choses qu'on découvre de plus en plus.
Donc peut-être Anta et moi qui avons l'habitude de voyager un peu, quand même nous en connaissons un peu plus. Et je pense que sur ce côté-là, peut-être l'ASPT aussi doit y travailler. Absolument, voilà, tout à fait. Pour essayer de quand même faire connaître aux Sénégalais notre Annabelle, vous voyagez beaucoup à l'intérieur du pays? Pas beaucoup, j'avoue. Je veux être en rapport avec Kewesen. Il faut le faire beaucoup plus souvent. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Le mot de la fin, en 10 secondes. Carmen. Écoutez, je dis merci à tout le monde. Il y a beaucoup de célébrités aussi qui ont décidé de venir, de participer, voilà, et bénévolement. Franchement, je les remercie. Je remercie tout le monde d'avance. Et puis, j'espère que la fête sera belle. Elle le sera. Inch'Allah. Et ce sera demain, le 2 décembre. Merci encore une fois. Mot de la fin, 10 mot de la secondes. fin avant de terminer. Merci beaucoup et je remercie bien sûr mon mari qui m'accompagne depuis 6 h du matin. Donc, merci beaucoup. Donc, lui, c'est le premier membre du staff. Donc, il est toujours là. Je remercie aussi toute ma famille, donc tous les gens qui ont cru quand même à ce projet, la SPT, que je remercie beaucoup, mais aussi la population bourgeoise, donc le Sénégal en entier. Merci. Très bien. Merci beaucoup Abdelaziz Ben de m'avoir accompagné ce matin. Merci Sarah Louya. Oui, merci beaucoup ma chère Anta et coucou Agnès de l'autre côté. Coucou Agnès. Qui est venue à 6 h aujourd'hui. Agnès qui fait partie intégrante de la RTS. Il est sonné ici à la RTS. Alors rendez-vous tout à l'heure à partir de 11 h avec le Desk Sport. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.